Mettez vos téléphones en silencieux non vibreur. Est-ce qu'on peut entendre le générique ou pas? Donald Trump refuse de visiter un cimetière militaire sous la pluie parce qu'il a peur de mouiller son tissage. Et le PSG est accusé de fichage ethnique. Pas de panique, vous écoutez le chip. Je suis Kevin Dena et comme au siempre, je suis entouré, accompagné de Mélanie Wonga. Salut Kevin. Et de François Olac. Et que tu parles espagnol maintenant. Fluent. La Casa des Papel. C'est ça. Hier soir, François, toi et moi, on était au AFF. Pardon, au OAFF. Ouais, c'est ça, le Online African Film Festival. Ouais. C'était cool, on s'est enjaillé. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, c'était vraiment, vraiment bien. On a vu un film nigérian qui s'appelle Kassala. T'as beaucoup aimé? Ah ouais, de la réalisatrice Emma Edozio. C'est une comédie avec une réalisation ultra nerveuse, ultra cut, un peu à la Guy Ritchie. Un casting de folie. Les acteurs sont tous jeunes et inconnus chez nous, évidemment, mais ont beaucoup de talent. Et je trouvais que le film avait une énergie de malade. On s'est vraiment tapé. Ouais, c'était vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle. Vraiment tapé des barres. Je m'attendais pas du tout à ça, j'y allais sans attente particulière, c'était vraiment cool. Ouais, donc merci à Jean-Fall et Maël Noubissier pour l'invitation et checkez le Online African Film Festival sur internet oaff.cinewax.org. 30 films de réalisateurs africains à voir pendant 30 jours, c'est du 15 novembre au 15 décembre, franchement c'est frais, allez-y. Putain, t'as fait ça sans notes, quoi, que François t'a dit. Tout ça de tête. Bien sûr, that's my job, that's what I do. Un petit bruit buccal subtilement dosé, le chip est en danger. Regardez-nous les chips. Alors au sommaire cette semaine, François va nous dire pourquoi Lakeith Stanfield est la véritable révélation d'Atlanta. Et puis ensuite, Mélanie, tu vas nous démontrer comment Aya Nakamura brise les conventions dans la pop française. Je remarque que tu as écorché son prénom. Ouais, j'ai ripé. Mais avant tout ça, on commence par un trash iconique. Vous savez, cette sensation quand il y a quelqu'un qui met exactement le doigt sur une pensée qui vous démangeait depuis longtemps. Ouais. Vous savez, moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec une jeune femme qui s'appelle Aishat Akanbi. C'est une artiste et styliste britannique. Elle a fait une vidéo pour le média Double Down qui est intitulée The Problem with Wokeness, le problème avec la wokeness. I think wokeness has robbed many people of compassion and replaced it with moral superiority. What is radical is kindness. What is radical is understanding. That's the one thing they don't want us to do, is to understand each other. I do think that wokeness does run the risk sometimes in reducing very complex issues. Wokeness tends to be quite reactionary instead of responsive. And so when you react, you go off of emotion and you go off of anger, resentment, humiliation. And that doesn't necessarily leave much space for nuance. And nuance is important in order to understand the interconnectedness of the issues. Labels are helpful in helping us understand each other, in finding communities, but I think at some stage we should be able to do away with labels. A man and a woman takes many forms, a black person takes many forms, whiteness takes many forms, and there is no one way to do it. Je vous résume rapidement pour ceux qui parlent pas anglais. Pour les non-bilingues. Bon, en gros, la wokeness, c'est la montée dans l'espace public des débats sur les problèmes de race et de genre. La bien-pensance. Je rigole, je plaisante. Et en gros, elle dit que le problème, le contre-coup finalement de cette montée des débats et notamment de ce qu'on appelle la identity politique, c'est-à-dire le fait de reconnaître les identités remarquables autres que l'homme blanc, c'est-à-dire le fait d'être une femme, le fait d'être une personne racisée, le fait d'être quelqu'un musulman par exemple. Le contre-coup de la montée de ces débats, c'est qu'on a tendance à privilégier les opinions politiques à l'empathie ou à la compréhension. On a tendance en fait à simplifier les débats et à renvoyer les gens justement à ces étiquettes. Et je sais pas pourquoi, moi ça a vraiment résonné avec moi, notamment je pensais à l'épisode qu'on avait fait sur Donald Glover et Kanye West. Et je sais pas si je l'ai dit vraiment dans l'émission, mais depuis l'époque de Kanye West, depuis que Kanye West en gros s'est affiché avec Trump, j'ai un malaise grandissant par rapport à ce qu'on appelle la cancel culture, le fait d'annuler les gens, le fait de dire ok, un tel n'est plus d'accord avec nous, un tel n'est plus du côté de la montée du progressisme, des gentils finalement. C'est ça le problème, on rentre dans une sorte de manichéisme. Et ça y est, du coup il faut annuler Kanye West. Et moi j'étais pas à l'aise avec ce truc là, j'étais pas à l'aise avec cette culture de l'annulation, et j'ai enfin compris pourquoi. C'est ce que Aishat Akanbi a très bien exprimé, c'est le fait qu'à force de renvoyer les gens à des étiquettes, on les réduit à ces étiquettes et on oublie en fait toute forme de nuance. Et
le fait également de voir, de comprendre la structure pyramidale de la société, ça nous empêche de comprendre à quel point les choses sont pas si simples. Par exemple, je sais pas moi, si t'es un homme blanc, t'as beau être un homme blanc, t'es pas forcément un méchant oppresseur qui sera forcément raciste et forcément supérieur entre guillemets dans la structure de la société à un homme noir. Tu le seras évidemment dans un contexte d'institution, mais il y a homme blanc et homme blanc, il y a plein de manières d'être blanc, il y a plein de manières d'être noir. Elle le dit, il y a plein de manières d'être homme, il y a plein de manières d'être femme. Et voilà, de manière très synthétique et très claire, avec une belle acuité, je trouve, politique et sociale. Elle résume un peu ça, genre dans une vidéo de 4 minutes. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Venant d'un homme blanc, j'aurais trouvé ça problématique. Si c'était Jérôme qui disait ça, c'est... en fait, son discours, c'est bien gentil, Jérôme, mais... Ouais, tu vois, avant d'être ce qu'on est, avant d'être des hommes blancs ou des femmes noires, etc., on est avant tout des êtres humains. Et donc, venant d'un homme blanc, je me serais dit, encore un homme blanc qui est, vous savez... On ne voit pas les couleurs. Voilà, c'est ça, merci. Allergique aux identity politiques. Ou même reprendre la phrase de Martin Luther King, genre je veux pas qu'on voit ma couleur de peau, des trucs comme ça. Ouais. Mais Martin Luther King, il a dit que c'était pas ça qui comptait. Exactement. Ouais. Venant d'un homme blanc, j'aurais dit, ok, bon, encore une énième défense de l'universalisme. Mais là, je pense que c'est pas ça qu'elle essaie de dire. Je pense qu'elle essaie de dire qu'une fois que t'as compris, une fois que les identity politiques sont rentrés dans le débat public et qu'ils sont en train de monter et qu'on a enfin commencé à prendre en compte le fait que le vécu d'un homme noir c'est pas le même que celui d'une femme blanche, le vécu d'une femme musulmane c'est pas le même que celui d'un homme asiatique. Une fois qu'on a compris ça, il faut dépasser ça et voir comment on peut se rapprocher plutôt que de s'éloigner. En fait, elle dit qu'on a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous divisent. Et à force que ça s'applique bien en fait dans les milieux activistes aussi, parce qu'il y a souvent des clashs. En fait, elle parle des milieux activistes en priorité, notamment sur les réseaux sociaux, la pratique du shaming, vous savez, quand par exemple une personne qui n'est pas directement concernée par certains sujets va commencer à s'exprimer. Même des personnes qui font des efforts, mais tu vois, qui aident la communauté ou sur certains sujets, et par contre, ils sont pas, tu vois, à la hauteur sur un autre sujet, donc on les annule complètement. Exactement. Et on annule tout ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que c'est plutôt dans ce truc-là que ça se... Elle le dit aussi, elle parle de supériorité morale qui aurait remplacé l'empathie, et que finalement, une des dérives possibles de la wokeness, c'est une forme de dogmatisme et une forme d'exclusivité en fait qui est totalement à l'encontre justement du principe même de la wokeness. Bref, je vais pas m'étendre encore sur le sujet, mais regardez cette vidéo, on va la mettre en lien évidemment, de Aisha Takambi, et c'est un gros iconique évidemment. Alors moi, cette quinzaine, mon iconique, il va tout droit dans les pieds d'un certain N'Golo Kanté, qui renonce à l'optimisation fiscale. En fait, début novembre, Mediapart a lancé la saison 2 de Football Leaks. Ils le vendent comme ça. Hein. La saison 2 a droppé. Exactement. La première saison, c'était surtout sur les dérives individuelles dans le monde du football. Donc par exemple, la fraude fiscale de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. Et puis là, cette année, c'est quand même beaucoup plus sur les institutions du football et comment ça dysfonctionne. Donc, le non-respect du fair play financier, les fichages ethniques, les choses comme ça. Et dans tout cet océan d'annonces assez sombres, il y a une bonne nouvelle, c'est N'Golo Kanté, qui donc est un joueur de Chelsea, évidemment, très populaire en France, qui a refusé en fait d'utiliser une société écran pour recevoir une partie de son revenu. On lui avait proposé, en fait, son club l'avait même incité à créer une société écran dans les îles anglo-normandes à Jersey. Parce que le taux d'imposition est plus faible. Il a dans un premier temps accepté, puis ensuite il a changé d'avis, et pendant 18 mois, il y a eu un bras de fer avec son club, et il n'a pas touché une partie de son revenu, notamment lié à l'image, environ 2 millions d'euros, quand même, c'est pas rien. Et en fait, comment on connaît tout ça ? Juste parce que c'est sorti donc il y a 15 jours, et tout le monde est hyper agréablement surpris de la position de Kanté sur le sujet. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que même si j'adore le joueur et j'adore le personnage, je suis assez mal à l'aise devant la façon dont il est traité dans les médias. Le mec, c'est un champion du monde, il a 26 ans, c'est un adulte, et on parle de lui comme une espèce de Pokémon inoffensif, un petit Kirikou, les chansons hyper gnangnan, etc. Et en fait, c'est pas que ça. Le mec, il a montré quand même une certaine paire de... Voilà. Et donc, c'est plutôt quelque chose d'assez positif, donc iconique pour Kanté, et puis aussi pour ceux qui s'intéressent à toutes les révélations, notamment le truc sur le fichage ethnique. Lundi, je vais co-animer une émission, un podcast qui s'appelle P2J, Passement de Jambes. Et en fait, on va parler, donc il n'y aura pas de Ligue 1, donc on va parler des matchs de l'équipe de France, et puis aussi de la question des potins du foot et tout ça. Je serai avec
Donc Martin, le fondateur, Amine, grand polémiste du podcast Game, Kader et Abdallah Swadri de Banquette. Ça va chauffer. Qu'on avait reçu il y a quelques mois sur justement l'épisode sur les noirs et les bleus. C'est ça. Donc voilà, iconique pour Kanté. Alors, je pense que vous avez vu, mais un tube de l'hiver est né quand même. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Ça s'appelle « En quoi c'est raciste ?» et c'est iconique. Et c'est parfait. C'est parfait, hein. En quoi c'est raciste, 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 en quoi c'est racisme anti-blanc, waouh, 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 racisme anti-blanc, what it is, racisme anti-blanc, waouh, 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 racisme anti-blanc, what it is, victimisation de l'esclavage, c'est fini, elle a un petit flow à la Migos, j'aime bien. L'esclavage, c'est fini, victimisation de l'esclavage, c'est fini, blanc, blanc, liberté, égalité, fraternité. La Constitution, le mot race est effacé. Déjà tous les paroles. Alors là, Kevin, t'as tout donné là. J'admire. Donc cette vidéo qui a été postée par Divine du podcast Afro The Why a été retweetée en masse dans la timeline Twitter du Chip, donc on pouvait pas la louper. En quoi c'est raciste ? C'est dédié aux gays blancs et féministes blanches avant tout, qui, comme on sait, sont toujours au taquet sur les problématiques de sexisme et d'homophobie, mais qui parfois, quand on leur parle de racisme, nous disent « En quoi c'est raciste ? Hein ?» Donc moi j'aime beaucoup, notamment parce que il y a un bon flow, c'est entraînant et tout, mais je trouve que ça illustre vraiment ce à quoi on est confronté dans ces discussions-là, quoi. C'est vraiment des trucs qu'on a tous entendu, je pense. C'est la vie de tous les jours, quoi. Moi, j'aime bien, je fais un petit big up à la référence de fin sur le mot race qui est effacé de la Constitution. Ça a été voté en juillet 2018 par une assemblée qui ne voit pas les couleurs. C'est ça. Merci à elle. Et du coup, le fait d'avoir, je sais pas si vous le savez, mais le fait d'avoir supprimé le mot race, ça a éliminé le racisme en France. Oui, mais ça moi, j'ai vu ça. Franchement, bien wesh, quoi. J'ai été assez surpris. Ouais. Il y a un petit truc, c'est que c'est pas seulement que le mot a été effacé. Si je me trompe pas, il a même été en fait remplacé par le mot sexe. Oui, il me semble que c'était les discriminations, voilà, sur la de distinction, sexe, tout ça. ouais. Voilà. Ouais. Enfin bon, un travail de pro, quoi. Voilà. Donc ma conclusion, c'était qu'on attendait la reprise rap autoproduite à mettre en sonnerie de portable, mais François m'a soufflé dans l'oreillette qu'elle est déjà arrivée. En quoi c'est raciste, 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 racisme anti-blanc, waouh, 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 racisme anti-blanc, racisme anti-blanc, waouh, 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 racisme anti-blanc, victimisation de l'esclavage, c'est fini. Victimisation de l'esclavage. Là, ça fait vraiment Migos. L'esclavage, c'est fini. Victimisation de l'esclavage, c'est fini. Je verrais bien un Niska, moi, dessus. La Constitution, le mot race est effacé. Donc iconique, hein, je pense qu'on est tous d'accord. C'est fini. L'utilisation, franchement, on dirait vraiment du Niska un petit peu. Je verrais ça sur l'instru de réseau, moi, en fait, tu vois. Pouloulou. De ouf. Voilà. C'est la fin du trashou iconique. On peut passer à mon sujet sur Lakeith Stanfield. Pas besoin de te lancer. Pas besoin de me lancer. Je me jette de l'avion. Je me jette de l'avion sans parachute et j'y vais bravement. Je pouvais pas attendre la sortie en France de Sorry to Bother You de Boots Riley parce que il avait vraiment l'air trop bien. Il sort en janvier, je crois. Il sort en janvier. Merci Kevin. Je vous en prie. Merci Kevin d'avoir fait campagne sur les réseaux sociaux. Parce qu'en gros, le film. Ah oui, c'était ça ton tweet viral là. Oui. Du coup, je l'ai vu hier soir en DivX. Hein. Mais bon, voilà. Chut. T'as shamé les distributeurs français. Mais non, mais j'irai le voir au cinéma 2 fois. Évidemment, le film qui promet d'être une énorme œuvre culturelle avec un bête de casting, avait des difficultés de distribution, de pouvoir trouver un distributeur en France. Et Kevin s'en est ému sur les réseaux sociaux et a fait son premier tweet qui a ses pairs avec genre plus de 2400 retweets. Platinum tweet. Et bizarrement, coincidence, I think not, une semaine après, Boots Riley a dit ouais, finalement, il sera diffusé en France, etc. Moi, je pense que tu y es pour. C'est un influenceur qui vient. Pas qu'un peu. Bref, le film est une tuerie, on va en parler. Il faut que je vous explique en fait pourquoi Lakeith Stanfield est selon moi l'acteur noir du futur. En ce moment, on le voit un peu dans tous les films, séries et projets qui comptent. On l'a vu dans Dope, on l'a vu dans le clip Moonlight de Jay-Z dans lequel Friends, ouais. Voilà, dans lequel il incarne. Il joue Chandler. Il joue Chandler, tout à fait. C'est ça. Hein. On l'a vu crier Get Out dans le film de Jordan Peele. On l'a vu incarner le détective L dans Death Note. Et évidemment, je garde le meilleur pour la fin, on l'a vu en tant que Darius dans Atlanta de Donald Glover, le meilleur ami donc du rappeur Paperboy. Ouais.
Et donc dans le premier épisode, on voit déjà un peu quel genre de personnage ça va devenir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment ils sont sur le canapé de Paperboy, vous savez, à l'extérieur de la maison de Paperboy. Et donc Darius trouve que ce serait mortel si tout le monde pouvait téléphoner avec un rat à la place d'un téléphone. Ain't you homeless? Not real homeless. Not using a rat as a phone or something. Don't be racist, man. That make you schizophrenic. That don't make you homeless. Wait, not if it worked, man. Nah, if you could use a rat as a phone, man, that'd be genius. I mean, it's like 5 rats for every 1 person in New York alone. Everybody would have an affordable phone. Yeah, man, I mean, it'd be messy, but worth it. Worth it. Une idée en or. Et on comprend tout de suite donc que Darius, ça va être... Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Cette espèce de personnage de doudingue avec des espèces de, vous savez, de fulgurance mi-intellectuelle, mi-absurde. Et je trouve que donc c'est lui qui apporte la touche la plus surréaliste à la série, qui est déjà très surréaliste, qu'est Atlanta. On sait qu'un épisode avec Darius, centré sur Darius, c'est un épisode spécial. Ouais, on sait. C'est un trip. Moi, je trouve que les épisodes sur Darius, enfin Darius est un personnage très digne d'un spin-off, mais bon. Et donc c'est ce rôle évidemment qu'il a révélé à nos yeux. Enfin, je sais pas si vous le connaissiez avant. Non. Moi, je l'avais vu dans NWA. Ah oui, parce qu'il joue Snoop Dogg, c'est ça, dans NWA. Moi, j'avais vu Dope, mais je me souviens pas de lui. Tu l'avais pas remarqué peut-être dans Dope. Ouais. Je sais pas quel rôle il a dans Dope, parce que j'ai pas vu Dope. Et donc bref, avec un seul rôle, donc celui de Darius dans Atlanta, Lakeith Stanfield est devenu ce qu'on peut appeler l'incarnation du weird hollywoodien. Du moins, c'est comme ça que les médias le mec vendent. Chelou. Voilà, le weird, le mec chelou, le nerd hollywoodien. Et je trouve que finalement, ça peut se vérifier un peu dans sa vie réelle. C'est-à-dire que c'est pas dû au hasard. Darius Lakeith Stanfield, pardon. Vous voyez comment je m'embrouille. C'est un mec qui est chelou même en interview. Par exemple, des fois, il ne sort pas de son personnage. Il fait exprès de rester dans le personnage lorsqu'il donne des interviews à des journalistes. Par exemple, il a fait une interview pour Netflix à propos de Death Note, où il reste dans le personnage de L. Si vous connaissez pas L, qui est un détective privé. Je dis juste, est-ce que c'était pas un peu une catastrophe ce Death Note sur Netflix ? Eh ben, figure-toi que oui, c'était une énorme croûte, mais si tu veux savoir, à mon sens, il était bien dedans. Disons que Lakeith Stanfield était le seul acteur qui avait l'air d'avoir lu le manga en fait, qui avait l'air de savoir vraiment, de quoi il de savoir de quoi ça parlait. Et elle, c'est un personnage très très excentrique, c'est une sorte de détective privé, mais qui a un QI absolument fabuleux et qui reste tout le temps en fait enfermé chez lui. Il s'assied pas normalement sur les chaises, il s'assied en fait, comment dire. Il s'accroupit sur les chaises en fait, et il passe son temps à manger des sucreries dans des proportions absolument considérables. Et donc il a tout un langage corporel, une façon de s'exprimer, une façon de regarder les gens avec des cernes sous les yeux, parce qu'en fait il dort que 2 heures par nuit. C'est un vrai personnage. Et donc Lakeith Stanfield, c'est quand même employé à rendre le côté inadaptable socialement et le côté torturé et le côté cérébral du personnage. Ouais. Bref, tout ça pour dire que c'est un mec qui est très inspiré du méthode acting, comme on pourrait le dire d'autres acteurs comme Daniel Day-Lewis ou des gens comme ça. Ouais. Et donc comme Donald Glover, il est également rappeur. Il rappe au sein d'un duo qui s'appelle Moors. Et je sais pas si vous avez déjà entendu Moors. J'ai entendu vite fait, mais bon. Un morceau. C'est du rap un peu chelou aussi, un peu une esthétique très rap indé, un peu existentielle. I let the stove get down and just admit it. And be honest, ain't no need in moving on if I keep slipping off it. Run that fade with consciousness and sleep him since he's soft and since I'm fast as busting nuts and dreams I'm sprinting to my coffin. Oftentimes struggle with human nature, the pompous lies. It's like trying to maintain erection inside a box of knives. I was also. Vous voyez ce côté, on va dire, assez mystique qu'on connaît à Darius. Il se vérifie vraiment. C'est une partie de vraie personnalité de l'acteur. Dans le portrait du New York Times qu'ils ont fait de Lakeith Stanfield à l'occasion justement de Sorry to Bother You, on apprend, il est dépeint comme un personnage hypersensible, cérébral, avec une grande expressivité. C'est un mec qui a grandi dans la région de Los Angeles, à San Bernardino en Californie, d'une mère célibataire, une famille plutôt pauvre avec de nombreux frères et sœurs,
un milieu évidemment où il est entouré de violence. Anecdote marrante, un de ses meilleurs amis lorsqu'il était gamin, c'était un arbre. Il lui parlait, il lui faisait des câlins et il lui trouvait une vie propre. C'est un truc qui va continuer, ça, vous savez, C'est un super ami imaginaire, ça. Ouais. Et son affinité avec les plantes et les végétaux, elle va le poursuivre, puisque quelques années plus tard, quand il aura un peu vers la vingtaine... Il devient dealer de marijuana. Il va travailler dans un dispensaire de marijuana légale. Ah ouais? Marijuana médicale. Et du coup, et pendant ce travail, pendant ce job-là, il va avoir une révélation, c'est que les plantes, en fait, ont leur propre vie. Et il va continuer à vivre selon ce précepte. Ouais. Et donc, vous voyez, c'est un mec un peu comme ça, un peu ésotérique, on va dire. Et donc, dans le milieu où il grandit, où il y a beaucoup de violence, lui, il rentre dans aucune case. Il dit ça dans une interview à Complex. Il dit: je pouvais traîner avec des blancs, je pouvais traîner avec des membres de gangs. En fait, je pouvais fréquenter qui je voulais parce que je savais m'adapter et rentrer dans n'importe quel moule. Et c'est quelque chose qui m'a servi à survivre et qui m'a servi également dans ma carrière d'acteur que j'allais avoir ultérieurement. Donc, on voit que le mec qu'on voit dans Darius, ça vient pas de nulle part. Et donc sa première expérience d'acteur, selon lui, ce sera lorsqu'il fait du porte-à-porte, parce qu'il a fait plein de petits jobs, et il a fait du porte-à-porte pour AT&T, vous savez, le SFR. Orange SFR américain. Et il dit en fait que c'est le fait de devoir justement s'adapter à son interlocuteur et devoir à chaque fois lui servir, on va dire, la soupe qui va lui apprendre à être vraiment acteur. Comme un télémarketeur. Et finalement, comme un télémarketeur, puisque dans Sorry to Bother You, donc on va en parler un peu plus tard. Quel raccord, magnifique. Il est télémarketeur. Donc son premier rôle majeur, qui n'est pas donc à AT&T, c'est Short Term 12. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, Short Term 12 de Daniel Cretton, qui est sorti en 2013. C'est un film indé qui a été remarqué et primé à Sundance notamment, avec notamment Brie Larson qui joue Mrs. Marvel et Rami Malek qui joue Mr. Robot. Et aussi Queen et Freddie Mercury dans les films sur Bohemian Queen. Rhapsody. Et donc dans Short Term 12, il incarne un adolescent issu d'une famille dysfonctionnelle qui a des difficultés et qui en fait vit dans une sorte de centre d'accueil pour un foyer pour adolescents et qui est pris sous l'aile justement de Brie Larson notamment qui joue une travailleuse sociale. Short Term 12, c'est un film qui a été primé, c'est un film qui a permis de le faire remarquer par le milieu d'Hollywood. C'est une sorte de drame réaliste avec beaucoup de pesanteur émotionnelle, et c'est quelque chose qui prouve selon moi l'élasticité que Lakeith Stanfield possède en tant qu'acteur, puisque ce mec-là, il peut vraiment, vous savez, faire des grands écarts entre le cinéma, entre le cinéma de genre, entre la comédie. Parfois, il est à la limite du stand-up dans sa façon, je trouve, de s'exprimer, et des films plus politiques, puisqu'il a également joué dans Selma. Qui l'incarnait déjà dans Selma? Il incarnait, comment il s'appelle le mec, le leader John Lewis, non? Je sais pas. Attends. Martin. Non. Ça me reviendra plus tard. Mais bref, en gros, c'est un acteur très polyvalent, très pop. Et il y a un article très intéressant de Frédéric McKindra dans BuzzFeed où il dit carrément que Lakeith Stanfield est l'acteur qui va révolutionner la masculinité noire au cinéma. En incarnant en fait des personnages noirs à la fois complexes, nuancés, torturés, il rajoute en fait des tropes qui n'existaient pas auparavant dans les représentations des hommes noirs au cinéma, quoi. Des noirs au cinéma. Je vous cite rapidement l'article qui est vraiment passionnant, on vous le mettra en lien, et si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment de le lire. Le travail de Stanfield devient un contre-récit aux attentes d'agressivité ou de stoïcisme que la conscience collective projette sur les hommes noirs, à cause de représentations racistes héritées de l'histoire, à cause de l'image cool que les white negroes et les poètes de la Beat Generation leur ont attachée, et à cause des tropes gangsta imposés par le hip-hop commercial. Et je trouve que c'est une idée super intéressante, et c'est pour ça que je pense que Lakeith Stanfield est un peu l'acteur du futur. Le journaliste de BuzzFeed, il le compare à des gens que tu aimes bien, je crois, Kevin, en la personne de Dave Chappelle et Richard Pryor. Bien sûr. Parce qu'en gros, il dit qu'avant Richard Pryor et Dave Chappelle, on n'avait pas de personnages noirs
en prise avec leur propre intellectualité, en prise avec leur propre intériorité. En fait, des personnages noirs torturés et qui ont du problème avec les interactions sociales. Je sais pas si t'as déjà vu ça dans les sketchs de Dave Chappelle. Ouais, il y a ça, il y a cette question-là effectivement de comment tu te est-ce que tu es conforme à ce qu'on attend de l'homme noir, et ils en jouent là-dessus et ça fait des choses très drôles. Ouais. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans le stand-up, mais c'est assez rare que ce soit bien maîtrisé en fait. Et ça réclame en fait presque, on parle de code switch ou de presque du fait d'être bilingue. Dave Chappelle en interview, il dit que tout noir aux États-Unis sait parler comme il parle avec sa famille, et il sait parler le langage de passer un entretien pour un job. Donc et ça c'est complètement tout ce qu'on retrouve dans Sorry to Bother You, et Lakis il l'incarne super bien. Ouais, Dave Chappelle, c'est un peu l'archétype du noir qui va chez le psy, j'ai l'impression. Enfin, quand il est sur scène, j'ai l'impression qu'il est sur le divan. Enfin, c'est mon impression. Le noir qui va chez le psy. Non, mais c'est vrai. Et Lakeith Stanfield, il a cette capacité à retranscrire à l'écran une tempête sous un crâne, quoi. Je trouve que le personnage de Darius, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il a sa propre vie intérieure, en fait. Moi, c'est surtout, il y a ça, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est le seul personnage qui est vraiment en danger. Aussi bien dans les situations dans lesquelles il se retrouve, par exemple lorsqu'il se met dans la saison 1 à tirer sur des images de chiens, entouré de redneck un peu chelou qui le regardent mal, ou même l'épisode Teddy Perkins où il est en danger mais ça part dans une autre direction. Au tout début il met une casquette rouge, un truc drapeau confédéré, mais il le rechange, et il met un truc America Great Again, et puis il barre le Great pour mettre je crois qu'il met You Mad ou un truc comme ça, je sais plus. Et donc voilà, qui se retrouve souvent dans des positions dangereuses, et parfois ça arrive à d'autres personnages, mais j'ai moins peur pour eux. Pour Darius, t'as vraiment le sentiment que ça peut partir. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est, en tout cas, je trouve dans Atlanta, c'est vraiment un des rares personnages où c'est assumé et complètement accepté qu'il soit bizarre, quoi. Ouais. Soit, parce que les autres, tu vois, le personnage de Donald Glover, Earn et même Paperboy, ils essayent de devenir quelque chose qu'ils sont pas. Alors que Darius, il plane au-dessus de tout ça en disant voilà, moi je suis là, je suis comme ça, voilà ce que j'aime, je vous aime aussi. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Moi, j'avais jamais vu ça effectivement en tant qu'homme noir. Et j'ai l'impression qu'il a sa vie propre en fait dans la série. C'est-à-dire que il a ses propres connaissances, ses propres potes un peu chelous qu'on voit nulle part et qui traînent pas du tout avec les mecs qui vendent des chiens et tout là. Par exemple, il a ses propres hobbies qu'on apprend qu'on comprend pas toujours et qu'on apprend un peu à découvrir au détour de phrases, et des trucs qui sont un peu effleurés, vous voyez, ils nous les font miroiter. On apprend qu'il connaît un peu la physique quantique dans l'épisode Champagne Papy là, où il est au bord de la piscine et qui parle et c'est là tu fais waouh. Ou même qu'il a sa propre histoire de son côté. Quand tu dis ça, par exemple, Paperboy va partir dans une aventure. Juste, il rencontre le personnage de Darius, Paperboy s'en va et Darius est en train de faire des trucs super chelous derrière. ça pourrait faire un épisode en soi, mais non, aujourd'hui on va suivre Paperboy, et ça aussi c'est fort, je trouve. Mais je pense qu'on va avoir un Darius épisode dans la prochaine saison. Ouais, il y en aura sûrement, parce qu'ils ont l'habitude de se focaliser comme ça sur des personnages, mais ouais, moi j'ai l'impression que Darius c'est un spin-off à lui tout seul en fait. Et j'espère qu'il y aura un vrai spin-off Darius. Bref, et donc pour revenir sur la carrière de Lakeith Stanfield, son plus gros rôle à ce jour, justement, c'est le film qu'on vient de voir, c'est Sorry to Bother You. Donc Sorry to Bother You, c'est une comédie noire, anticapitaliste, où en fait il joue un télémarketeur qui perce le jour où il comprend qu'il faut parler aux clients au téléphone avec sa voix blanche. Hello, Mr. Davidson, Cassius Green here. Sorry to bother. Let me give you a tip. You want to make some money here? Use your white voice. My white voice? I'm not talking about Will Smith's wife, like this young blood. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regal View. As always, we'll be getting that out to you right away. You're doing so good with the voice thing. Holla, 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 holla! C'est l'acteur David Cross qui incarne la voix blanche. C'est un géant, il est incroyable. Ouais. Le premier truc marrant, c'est ça, c'est que la voix blanche du coup de Lakeith Stanfield dans le film en fait est incarnée par un autre acteur qui du coup est blanc et qui le double pendant. Donc, est-ce que Lakeith Stanfield n'a pas de voix blanche? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Lakeith Stanfield dans Sorry to Bother You? Évidemment, je vois pas qui aujourd'hui aurait pu jouer ce rôle-là à sa place. C'était vraiment
pour lui et j'étais super content parce que c'est un très très bon acteur qui est dans plein de projets hyper intéressants, mais il est rarement le personnage central. Ouais, c'est son premier gros rôle en tant qu'acteur principal. Et c'est pas évident de faire le saut, et je pense que c'est arrivé au bon moment pour lui, sur le bon film, avec un univers barré comme il faut, qui correspond aux autres projets aussi qu'il a à côté, en fait. Il travaille avec Boots Riley, mais il travaille aussi avec Flying Lotus, avec plein de gens qui font des choses très bizarres, et ça lui va bien, avec évidemment Donald Glover, donc ça c'est très cool. Et donc non, le film est très très bien. J'ai rarement été aussi content d'avoir été trompé par une bande-annonce. C'est-à-dire que je trouvais la bande-annonce très très bien, mais en fait ça parle pas vraiment, le film est bien différent, et c'est aussi grâce à Lakeith Stanfield qui emmène le truc très loin. Ouais, et toi, Mel, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, non, carrément, effectivement, je suis d'accord avec ça, ce côté, le film va dans un truc où la bande-annonce te dévoile rien. Et du coup, je pense aussi que c'est bien de pas dévoiler tout à fait ce qui se passe et jusqu'où le film va. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intro, en fait, ça m'a fait vraiment marrer ce côté, au début, quand il arrive pour l'entretien et qu'il arrive avec tous ses trophées je me dis, putain, est-ce qu'ils vont faire un film sur un gars ? On dit pas trop quand même, parce que le film n'est pas sorti. Voilà. Mais ouais, non, j'ai trouvé... En fait, j'ai trouvé que dès le début, c'était un film intelligent. Dès le début, il y a un twist, en fait. Il y a un truc et tu t'y attends pas. Et en fait, je trouve que ça continue comme ça dans le film jusqu'à la fin. Donc, effectivement, je m'arrête là parce que... Spoiler ! Ce que tu dis, Kev, sur le fait que Lakeith Stanfield arrive à faire décoller le rôle, je trouve ça intéressant. Parce que moi, j'ai le sentiment que c'est un mec qui parvient, en fait, à... Comment dire ? À mettre sa touche personnelle partout où il va. Lorsqu'il accepte le rôle de Darius dans Atlanta, il est dans une soirée, il est bourré, il est en train de danser en boîte, et Donald Glover l'approche et lui propose le rôle. Il lui fait lire le script, et lorsqu'il lit le script, il se dit mais en fait c'est un idiot, ce Darius. Enfin, c'est un idiot, il y a aucun intérêt finalement à ce personnage, et c'est lui en fait qui va lui donner ce côté génial, ce côté doux génie en fait qu'on lui connaît. Par exemple, la fascination de Darius, vous savez, pour l'espace-temps et les astres, c'est quelque chose qui n'est pas étranger à l'acteur, puisque je sais pas si vous avez déjà vu un peu le corps de Lakeith Stanfield, il a des symboles en fait tatoués sur le corps, qu'en fait il s'est tatoué dès l'adolescence ou la post-adolescence, parce qu'en fait il en tapissait les murs de sa chambre, et il a notamment un symbole de Saturne, et il dit dans une interview que il s'est tatoué Saturne, et alors je sais plus à quel mois ça correspond de l'année, le mois de Saturne, mais en gros il a Mélanie, c'est la fin de l'année. Et ça correspond à quel signe astrologique? C'est plutôt autour des Scorpions, novembre. Parce qu'en fait la mère de son enfant, sa compagne, est justement Scorpion, et son enfant est né dans ces eaux-là aussi, dans les comme Scorpions. Drake, Scorpio season. Et du coup, il dit dans une interview, il est un peu mystique, il a vu le truc venir sans le voir venir. Ouais. Encore une. Après, moi, il y a un truc qui m'intrigue, pas mal chez ce mec, c'est que quand on le voit dans les seconds rôles, on se dit putain, il a quelque chose et tout. Et la question, c'est toujours de savoir si ça transforme l'essai. C'est-à-dire que quand ce mec devient leading man, rôle principal, est-ce qu'il arrive à porter un projet, quoi. Et là, je trouve que totalement, et qu'on a vraiment envie de le suivre, en fait, ce type. On a vraiment envie de voir de quoi il est capable et tout. Donc peut-être pas dans un film d'action, mais je trouve qu'il a vraiment un truc dans les comédies, même dans les drames. Je suis sûre je trouve que c'est le seul mec qui manquait à Black Panther. Hein. Il aurait totalement pu être dans Black Panther. Un rôle un peu de génie du mal. Ça pourrait peut-être lui aller. Un gentil. Bon, comme autre anecdote un peu marrante, pour justement Sorry to Bother You, Boots Riley, ils discutent tous les deux à propos du rôle, et à un moment Boots Riley lui dit par contre il va peut-être y avoir une scène de nu intégrale. Qu'est-ce que tu en penses? Et lui, Lakeith Stanfield lui coupe la parole et dit ça fait longtemps que j'attends justement une scène de nu intégrale, je suis chaud. Et là, le mec s'est dit, Boots Riley, je vous le cite dans le texte, il s'est dit that's the right kind of crazy. Je cherche un mec fou, mais je cherche ce type de folie-là, et donc je lui donne le rôle. Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Alors, on a d'autres exemples d'acteurs qui défient un peu les tropes de la masculinité. J'ai pas envie de dire Michael B. Jordan, j'ai pas envie de dire Chadwick Boseman, parce que je trouve qu'il rentre pas dans cette catégorie.
j'ai envie, dans la nouvelle génération d'acteurs noirs vraiment intéressants, j'ai envie évidemment de parler de Donald Glover, vous vous en doutez. En plus, ils ont beaucoup de points communs. Ils sont tous les deux un peu des hommes de la Renaissance, à la fois rappeurs, acteurs. Ils ont tous les deux cette sensibilité. Ils ont tous les deux ce côté un peu nerd. Ils n'ont pas tout à fait le même âge. Et Lakeith Stanfield est exactement là où était Donald Glover à peu près à son âge. Hein. C'est ça. Et moi, le truc que j'aime bien chez lui, et la raison pour laquelle je vois cet acteur comme plus intéressant encore que Donald Glover, c'est parce que Donald Glover... On sent qu'il est encore aux prises avec les tropes de la masculinité noire. Et il l'a beaucoup documenté dans sa musique et dans ses films. Dans tous ses albums, surtout ses premiers albums en tant que Childish Gambino. Aussi, Ouais. Sur son album Camp, il parle beaucoup du fait que voilà, personne, comme j'étais pas du hood, personne ne m'acceptait, tout le monde me traitait d'Oreo, tout le monde me traitait de Bounty. Il parle de tout ça, et même dans Atlanta par exemple, il a ce rôle du mec qui fit pas vraiment mais qui essaie de fitter. Enfin, il est encore aux prises avec ça, et c'est super intéressant. Lakeith Stanfield, on dirait que c'est un mec qui a déjà qu'il a décidé que qui a déjà transcendé tout ça et qui est arrivé déjà tout fait en fait. C'est Donald Glover mais 5 ans plus tard, c'est la génération de... Voilà, c'est ça la lutte en masse. Et il le dit très bien lui-même que la façon dont il exprime ce weird hollywoodien, ce weird noir, c'est parce que justement il y a toute une génération d'auteurs et d'acteurs qui lui permettent de travailler dans ces projets-là, quoi. Il prend pas tout le crédit évidemment de ce qu'il fait dans son travail. Donc il a cette pureté finalement, je trouve, et cette capacité également à dépouiller les rôles et à n'en garder que la substantifiquement émotionnelle que je trouve que Donald Glover n'a pas. Voilà. Je finis les éloges de Lakeith sur cette petite citation qu'il a d'une interview dans le LA Times, où il dit je me suis toujours senti comme un humain piégé dans un corps qui poussait les gens à croire des choses sur moi qui étaient tout simplement fausses. Et maintenant qu'on peut s'exprimer dans des projets comme Get Out et Atlanta, nous, les hommes noirs évidemment, nous sommes devenus capables d'humaniser la figure de l'homme noir, mais dans la structure raciale de Hollywood. Donc voilà, je pense que ça résume assez bien c'est le projet. Ouais, ça résume assez bien le projet, ça résume assez bien ce que fait Lakeith Stanfield et pourquoi il est aussi intéressant. Suivez Lakeith sur les réseaux, même s'il n'est pas très actif, et surtout un petit dérapage homophobe sur Instagram, je crois, dont on aurait pu s'en passer. Ouais, mais il a fait un freestyle de rap où il a sinon, lâché vous pouvez le suivre quand même. Un mot. Et allez voir Sorry to Bother You qui sort courant janvier en France. Et il va également doubler un dessin animé, c'est ça ? Ouais, il va faire la voix dans un animé qui est inspiré d'une histoire un peu folle. Ça s'appelle Yasuke. Donc Netflix a les droits, ils en font donc un animé. C'est LeSean Thomas des Boondocks qui va réaliser. Donc la musique c'est Flying Lotus et Lakeith Stanfield donc va faire la voix. C'est l'histoire du premier samouraï noir dans le Japon du XVIe siècle, qui est une histoire vraie. Alors je sais pas comment ils vont l'adapter, si on fait un truc futuriste chelou ou pas, mais en tout cas c'est basé donc sur l'histoire d'un mec qui s'appelle Yasuke, qui vient du Mozambique, qui a été capturé, vendu en Inde en esclavage par des prêtres jésuites, on l'a ramené au Japon. Exactement, donc curiosité, etc. Et puis le gars finit par devenir un samouraï. Donc, comme Tom Cruise, c'est beau. Ouais, sauf que ça c'est une histoire vraie et qu'il n'y a pas un whitewashing chelou derrière. Super intéressant. Si vous êtes auditeur du Chip, il y a quand même de fortes chances que vous connaissez donc Aya Nakamura. Qui est notre deuxième sujet cette semaine. Si vous connaissez pas, on va quand même essayer de vous expliquer ce qui se passe. Pour commencer, je vais juste vous raconter une petite anecdote. En ce moment, je travaille dans un lycée sur des projets créatifs avec des ados en décrochage scolaire. Et quand il a fallu décider en cours d'anglais d'une personne célèbre à décrire, on nous a décrit « A very famous all over the world singer, tall and black. Everybody knows her. » Et en fait, c'était Aya... Non, ce n'était pas Beyoncé, c'était Aya Nakamura. Donc quand on est ado, c'est vrai que le monde est petit, hein, mais quand même, Aya, c'est le tube de l'été, 227 millions de vues sur YouTube, alors où on parle. Une chanson reprise par l'équipe de France de football dans le bus les amenant jusqu'à la Coupe du Monde. Oh, Dja, y'a pas moyen, Dja. J'suis pas ta cata, Dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Donc oui, Dja, un gros tube, tout le monde connaît autour de cette table. Moi, je suis plus team Comportement, bah ouais, franchement. Mais voilà, il y a aussi Comportement et Copine qui sont les autres singles de l'album qui est sorti récemment. Donc,
Petit rappel, qui est Aya Nakamura ? Donc, elle s'appelle Aya Dianoko, elle a 23 ans, c'est une chanteuse franco-malienne de, entre guillemets, pop urbaine, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est un peu le comment dire, sur Spotify, les playlists, c'est pop urbaine, et on va retrouver plein d'artistes similaires. Donc, sonorité, reggaeton, dancehall... Ouais, enfin, péjorativement, il y a des gens qui appellent ça de la Zumba, aussi. Non, mais, attends, dancehall ? Non, mais là aussi, tu vois, oui, c'est vrai. La catégorie dans laquelle elle rentre. Oui, la catégorie Zumba. Donc, elle tire son nom Nakamura c'est son nom de scène du coup, du héros Hiro Nakamura de la série Heroes, qu'on a tous regardé quand on était jeunes et frais. La première fois que j'ai entendu cette meuf, c'était un featuring avec le rappeur F.A. Baby sur ça s'appelle Love d'un voyou, ça s'appelait, où elle faisait le refrain. Oui, c'était sur son épisode. Et je vois juste le nom du son et je me dis, waouh, il a fait un featuring avec une chanteuse de J-pop et tout, ça va être stylé. Vraiment, je pensais que c'était une chanteuse japonaise ou un truc un peu international. Et du coup, je vois la moche, non, c'est pas ça, c'est pas la J-pop. C'est pas la J-pop. Non. Mais du coup, son nouvel album qui est intitulé Nakamura, qui est sorti le 2 novembre dernier, a été suivi de l'annonce d'une tournée et elle a booké l'Olympia quand même. Ah ouais. Donc je vais pas entrer dans les détails de la misogynie, du racisme dont elle est victime sur les réseaux, parce que évidemment une femme noire on va dire qui arrive à une position de premier plan dans la musique française, forcément ça déclenche quelques petites on va dire problématiques. Mais du coup on se moque d'elle quand elle est pas maquillée, on la compare à un homme, ça relève juste de la misogynie classique. J'avais vu les tweets de c'est quoi, c'était quand cet été où il y avait une où photo elle était pas maquillée, elle était pas maquillée, et c'était ou sinon il y a des photos où genre on montre qu'elle a les coudes plus sombres que le reste de son corps, enfin voilà quoi. Donc en gros les critiques sur le fait que c'est une femme noire quoi. Mais par contre je vais parler des Energy Music Awards qui ont lieu récemment, pendant lesquels notre ami Nico Saliagas lui a donné un patronyme qui n'est pas le sien. Voici Yaka Nakamura. Donc merci Nikos. Au cours de cette soirée, on l'a appelé Yaka Nakamura et Lio aussi l'a appelé Ava Nakamura. Et nous, on doit se taper son vieux patronyme là, Nikos Aliaga. J'ai pris 6 mois à apprendre son patronyme et lui-même il va dérespecter le nom d'Aya Nakamura. C'est vraiment dégueulasse quoi. Alors du coup, Aya elle a répondu avec un tweet en disant on n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement. Et en vrai, on se rappelle tous quand même de ces profs qui rigolent un peu en disant attention, bon, le prenez pas mal, mais je vais un peu écorcher les noms quand je vais lire la liste d'appels. Et qui écorche en particulier ceux à consonance étrangère, on peut le dire. Moi, j'ai quand même cette impression. Mélanie Tanga Wanda non. Les mecs passent des Wolinski au calme, quoi. Non, mais franchement. Bon, du coup. C'est un fait, c'est qu'il y a quand même, c'est que les médias grand public ne comprennent pas le phénomène Aya Nakamura. Moi j'ai l'impression, les adultes la comprennent pas, les grands médias ne la comprennent pas son succès, ils comprennent pas pourquoi elle est là, et ils comprennent pas ses chansons, ils comprennent pas ce qu'elle représente en fait, et ils se disent mais pourquoi. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on fait découvrir une chanson au hasard Jaja d'Aya Nakamura à quelqu'un qui a jamais entendu parler, il va vous dire mais je comprends rien ce qu'elle dit, ces paroles c'est vraiment de la merde. Ou alors, comme certains tweets qui sont passés à la postérité par de vrais connaisseurs du goût musical, comme un certain Julien Pernici, donc j'ouvre les guillemets, Aya Nakamura, ou quand le disque français touche encore plus le fond qu'avant, voix autotunée, texte dénué de toute trace d'intellect, mélodie indigente, un exemple de monstre créé par les quotas de la chanson française à la radio et par le dénuement culturel de la jeunesse. Oh my God. Tweet envoyé de Bastia, je tiens à le préciser. Mais du coup, c'est intéressant ce truc sur les paroles. Aya Nakamura, elle a été invitée à la boîte à questions sur Canal+. Et les réponses que tout le monde attendait tenaient surtout à mais ça veut dire quoi en fait en Kachana Baby, tu dates ça quoi. Es-tu dans ton comportement pour cette boîte à questions? Ça se voit pas. Tuto parole. Peut-on enfin savoir la définition des mots suivants? Je suis dans mon comportement. Ça veut dire être bien dans sa peau et s'assumer entièrement. Pas se la péter mais limite quoi. Djadja, c'est un mec comme tout le monde qui va raconter des salades sur une fille. Un djadja, c'est un menteur. En catch...
C'est, comment dire, le plus subtilement, une position sexuelle dont je tairai le nom. Tu dettes ça, tu le fais trop bien, ce que t'as fait c'est un truc de fou. Ce qui n'est pas le cas de Dja. Pourquoi Nakamura? C'était plus pour la série Heroes et en rapport avec Hiro Nakamura qui a des pouvoirs de contrôler le temps, etc. J'étais aussi fan des mangas. Aya, tu ferais un medley de comportements Dja et copines spécialement pour la boîte à questions, s'il te plaît. Comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Les bords je remplis ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Ouais, donc dans le florilège d'arguments du tweet que je vous ai lu, je vais faire un effort, je vais pas relever les trucs crypto-racistes. Hein. Je vais juste... Crypto, c'est pas très bien crypto ces trucs, hein. C'est explicite. Je vais parler des textes dénués d'intellect, parce que je trouve ça intéressant. Quand même, on peut rappeler qu'il y a des grands hits de la chanson française qui ont des paroles qui tiennent sur un bout de serviette en papier. Hein. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ou par exemple aussi un grand tube des années 90 dont on se rappelle tous. Tout ça pour dire en fait le langage, le truc qu'on reproche à Aya Nakamura. On dit ouais, elle sait pas parler, ce qu'elle dit, ça veut rien dire, mais c'est aussi pour moi une manière de parler d'aujourd'hui. Et en fait, chaque décennie a des inventions langagères. Dans les années 80, il y en a eu. Dans les années 90 aussi. Dans les années 2000, on s'en rappelle tous, même si on veut pas. Mais par exemple, tu parles sur moi, il y a R, et le jour où on se croise, faut pas te chouffer. C'est des inventions langagières. Et ça existe déjà, et là, maintenant, ça arrive dans la musique, et effectivement, l'establishment, les grands médias ne comprennent pas. Il y a Schkid, du coup. Schkid, c'est ça ? Schkid, qui fait le podcast No Fun, qu'on salue, a écrit ils ont fait un épisode sur Aya Nakamura, ouais. Super, et ils ont fait aussi, enfin du coup Skid a fait un papier génial pour le Media Yard, et il écrit: dans la musique urbaine, le vocabulaire permet constamment, depuis la naissance du genre, de dépoussiérer l'archaïque langue française en proposant des néologismes, des réappropriations de l'anglais, de l'espagnol, de l'arabe, de l'italien et de nombreux dialectes africains. Et généralement, ça semble pas trop poser de problème, en fait, cette espèce de mutation de la langue, parce que c'est normal, au final, qu'on parle pas comme il y a 30 ans, quoi. C'est tout à fait normal. Sauf que là, la personne qui invente, c'est pas une personne qui est reconnue par la grande famille de la chanson française. Donc là, c'est un peu plus problématique. Alors, moi, j'ai envie de dire, à chaque décennie, ces termes, ces inventions, ces néologismes qui deviendront ringards dans 15 ou 20 ans. Mais même l'année prochaine, hein. Ou même l'année prochaine, peut-être. Mais en attendant... je sais pas, laisser les gens aimer ce qu'ils aiment. Surtout qu'en plus, probablement, ça va être récupéré derrière. Probablement, dans 2 ans, il y a des gens qui vont arriver, qui vont reprendre des termes qu'elle a mis au jour dans la chanson, quoi. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la part de termes qu'elle a réellement inventé. Et la part, elle a dit, c'est des conversations, c'est du slang que j'ai avec mes copines, c'est des conversations. Elle les met dans des chansons, mais il se trouve qu'après, ces chansons sont entendues par la France entière. Et du coup, c'est là où c'est même pas les trucs qu'elle a inventés, en fait. Les gens parlent déjà comme ça, c'est ça ? Ouais, carrément. Ouais. Et en plus, je voulais juste finir pour dire que la francophonie est fan. Enfin, ça, c'est un point hyper intéressant. Ça cartonne en Afrique, ça cartonne dans plusieurs pays d'Europe qui sont même pas francophones, enfin comme les Pays-Bas par exemple. Ouais, donc, c'est la première chanteuse française numéro 1 des charts aux Pays-Bas depuis Edith Piaf. Depuis Edith Piaf, ouais. C'est vous dire. Ça faisait longtemps. Mais ils sont dans la lignée, c'est la descendante. Ouais. J'ai mal à ma France. Mais en conclusion, ouais, je vous conseille juste d'écouter le dernier épisode de No Fun, podcast de Binge Audio, qui est intitulé Aya Nakamura déjà au sommet, qui analyse et décrypte son album Nakamura. Et voilà, je trouve qu'ils font un super boulot. J'ai écouté l'album, il est cool. Hein. Il y a même un featuring avec Davido et tout. Ouais. Franchement, il est cool l'album. Il est cool. Moi-même, je suis pas un fan d'Aya Nakamura. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus nul, et en fait, c'est mortel. C'est surprenant, et moi, je suis content pour elle. J'ai vraiment l'impression que les planètes se sont alignées. C'est-à-dire que si on veut revenir à la question de l'identité, c'est une femme noire, c'est la première femme noire. Peut-être depuis toujours en France à connaître un tel succès. Ça veut pas dire qu'avant elle, il y avait pas des gens qui avaient du talent. Il y a des morceaux, ça me fait penser à du Princess Lover, tu vois, vraiment musique très très martiniquaise et tout. Mais ce qui est cool pour elle, c'est que non seulement elle a le talent, c'est bien produit, c'est bien fait, et elle arrive à un moment où en fait, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher d'inventer des mots ? C'est pas la première à le faire. Est-ce qu'on peut vraiment pas la dernière. Non, mais quand je dis inventer des mots, c'est-à-dire apporter des mots qu'on connaît pas, que le grand public connaît pas, tu vois, ce que les gens justement. Parce que c'est ça qu'on lui reproche. On lui reproche de déformer la langue française. Mais je veux dire, elle arrive après des années. Il y a plein d'exemples hyper intéressants. On peut pas lui reprocher l'autotune, on peut pas lui reprocher ses rythmes, etc. Parce que le public est prêt, quoi. Elle est en fait
on lui fait les mêmes critiques qu'on fait au rap en temps normal en fait. Le problème c'est pas qu'elle parle l'argot, parce que quand c'est l'argot de Renaud ou de mais là, c'est de la chanson française avec ou de Thomas Dutronc, il y a pas de problème. En fait, le problème c'est que elle est victime de cette stigmatisation qui est au croisement de la race et de la classe. Où en fait elle parle un argot à la fois issu de langue africaine, et puis surtout c'est un argot parlé dans les banlieues. C'est ça le problème. Il y a un côté classisme à la française là. Voilà, c'est à la fois classiste et raciste. En gros, on dit à Aya Nakamura c'est de la musique de beauf, et en plus c'est de la musique de sauvage, quoi, tu vois. Et les rappeurs, ça fait des années qu'on leur fait les mêmes. Certains disent la musique congoïde, non? C'est pas ça le terme. Comme dirait Henri de Lesquin. Ouais, donc pour moi, c'est le même débat qu'on a depuis X temps avec le rap. Le seul problème, le seul truc nouveau avec Aya Nakamura, c'est qu'en plus c'est une femme. Donc putain, la meuf, elle accumule malheureusement. Sur le succès qu'elle rencontre à l'étranger, alors notamment en Europe, moi ce que j'ai remarqué en voyageant surtout, c'est que quand j'entendais de la chanson francophone, je sais pas, à Londres, à Copenhague, à Berlin, c'est souvent de la musique urbaine avec plein de guillemets, où c'est des gens issus justement des anciennes colonies. Donc j'entends du Booba à Copenhague, je me retourne et c'est une Peugeot avec un drapeau tunisien dessus, et c'est hyper intéressant de voir comment les diasporas aussi sont des vecteurs de communication de la langue française, de la culture francophone, quoi. Mais putain, tu sais c'est qui le groupe français qui vend le plus d'albums dans le monde? C'est qui? C'est putain de Kassav. Ouais. C'est Kassav qui vend le plus d'albums dans le monde. Donc faut arrêter. Encore aujourd'hui, à quelle époque? Non, j'aurais dit Phoenix, qui vendent aux États-Unis là. Non, enfin l'article en question date maintenant ça doit dater de 2015. Hein. Donc bon. Mais oui, ils ont fait tomber plein de barrières en tournée mondiale, à Moscou. Si on sort de la France, on peut citer Amadou et Mariam qui en fait font le Madison Square Garden au calme, et les premières parties de Madonna. Enfin bref. Ouais. Bref, je sais pas. On conclut comment? Go Aya. Par exemple. Ma recommandation cette semaine, c'est une comédie romantique. Et ouais, il commence à faire froid. Vous voulez un bae ou une bae, vous avez envie de mater un petit truc au calme sous le plaid. Et ben moi, je vous recommande la comédie romantique Been So Long avec Michaela Coel. Qui regarde des comédies romantiques, c'est trop bien. C'était vraiment for the culture. It's funny how you can feel so lonely. You're very handsome. You're freaking gorgeous. Thank you. So where'd you live? What'd you do? You got kids? You have a lot of questions. Sorry. Cause you touched me. You take me. Sexy. Alors, Been So Long, ça raconte l'histoire de Simone, une jeune femme qui vit à Londres et qui vit seule avec sa fille, Mandy, depuis que le père de Mandy est parti il y a quelques années. Et donc, à la suite d'un drame qui sera révélé dans l'intrigue. Et donc, cette femme, Simone, elle est, on va dire, obnubilée par sa vie de mère, de jeune mère célibataire. Et donc, elle a tendance à négliger, on va dire, les autres aspects de sa vie, n'est-ce pas, malgré les incitations et les encouragements de sa meilleure amie, et elle finit par tomber amoureuse d'un homme qui sort de prison. Alors attendez que je retrouve le prénom du mec. Voilà, il s'appelle Raymond Legendre, parce que ça fait très, vous savez, ça fait très romantique d'avoir un prénom français, et qui est incarné par l'acteur Arinze Kene. Et donc cet homme sort de prison à la suite de mauvais choix de vie, et en gros toute l'intrigue va tourner autour de la difficulté en fait de Simone de faire rentrer Raymond dans sa vie, parce que à cause des blessures émotionnelles qu'elle a reçues par le passé. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est la première fois, je crois. J'ai déjà vu des rom-coms noires, notamment américaines, mais là c'était pas une black rom-com. Okay. C'était une rom-com où les acteurs principaux et tout l'univers des personnages s'avèrent être noirs. Et je trouve qu'il y a une vraie différence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas Love and Basketball. C'est
Et donc, rigole pas sur ça. J'adore ce film. Non, mais c'est pas un film mauvais, tu vois. C'est juste que là, on est. Tu vois, là, c'est pas les mêmes codes. Des mêmes enjeux. Exactement. Et c'est super rafraîchissant, c'est super intéressant de voir déjà une actrice principale noire avec des cheveux courts. Je trouve ça super radical comme choix. On s'éloigne vraiment du trope de l'héroïne classique blanche qui travaille dans un petit magazine féminin des rom-coms. Qui aime les lattés de Starbucks. Voilà, qui aime les lattés Starbucks. Là, on parle d'une femme de la working class qui élève seule son gamin. On parle d'une femme noire forte et indépendante qui en gros balaye le cœur d'un homme et c'est elle qui on va dire tente d'évoluer émotionnellement pour l'accepter dans sa vie et pas le contraire. C'est pas une femme, vous savez, qui attend le prince charmant et qui le trouve et qui se fait cueillir comme un petit fruit. Voilà, donc en termes de, c'était pas le film de ma vie, je vais vous dire la vérité, c'était pas le film de ma vie. C'est une comédie musicale, faut le savoir. C'est l'adaptation d'une comédie musicale, donc il y a des chansons. Ça chante. Ouais, ça chante et les chansons sont faites en voix naturelle. Vous voyez, ça veut dire qu'elles sont pas réenregistrées a posteriori. Ouais. C'est pas Les Misérables. Si, justement, c'est exactement Les Misérables. Ah, ok. C'est exactement Les Misérables. Les acteurs chantent sur scène. Et on les enregistre en même temps qu'ils chantent. En même temps qu'ils chantent. Okay. Ils ne chantent pas bien. Je vais vous le dire, et les chansons ne sont pas bien. Les chansons ne sont pas bonnes, faut avouer. Cette recommandation commence à ressembler à une non-recommandation. Non, franchement, les chansons sont pas ouf, les chansons me sont pas restées en tête. J'étais pas en mode c'est trop bien, il faut que je revoie. C'était pas Libéré délivré, je vais vous le dire, c'était pas un Disney, c'était pas un Mulan. mais le jeu des acteurs et des actrices est évidemment excellent, et franchement. Ça fait vraiment bizarre de décentrer comme ça le regard qu'on porte sur la comédie romantique. Voyez-le, ça fait vraiment bizarre et ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Sur Netflix. Et c'est sur Netflix, hein, donc c'est gratuit, c'est cool, ça met du baume au cœur et franchement regardez-le for the culture. Alors moi j'ai 2 recommandations, une en anglais et une en français. La première, c'est un acteur, un humoriste américain qui s'appelle Langston Kerman. Vous l'avez peut-être certainement découvert dans la première saison de la série Insecure. Il a un tout petit rôle. Vous voyez qui c'est, Molly, donc la meilleure amie d'Issa. Voilà. Elle a une histoire avec un jeune homme qui s'appelle Jared. Oh, c'est Jared. Voilà. Il est trop bien. Jared lui confie. Voilà. Jared lui confie que il y a des années, au cours d'une soirée méchée, il a eu une brève expérience sexuelle avec un autre homme, et donc Molly le lâche sans pitié. Okay, wait. You're telling me that once a dude touches a dick, he's gay. Yes. So it's like straight, Lee Daniels. I'm just saying, why can't black men explore their sexuality without being labeled gay or bi or whatever? Because I want my man to be a man. That's homophobic as fuck, okay? And if Jared were white, you would chalk that shit up to the game. Preach! Why do black men have to fit in a box and be super masculine all the time? I mean, damn! Can a nigga get his dick sucked? Elle est pas pour la Kristen Field, elle. Ouais, certainement pas. Ni pour Tyler et Jaden Smith. Ouais. On vous voit. Ouais, c'est la bisexualité, elle connaît pas quoi. C'est une discussion intéressante qui a été finalement évacuée assez rapidement de la série. Même Molly, c'est vraiment de la merde. Ouais, elle a des. Ouais, bref. Molly, elle m'agace de ouf. Bref, le personnage de Jared refait une petite apparition vite fait dans la saison 3. Et Jared, dans la vraie vie, s'appelle Langston Kerman. Il sort son premier special, donc son premier album de stand-up, de comédie. Ça s'appelle Light Skinned Feelings, les sentiments clairs de peau, traduit à la va-vite. Ça commence assez brutalement. T'aurais pu dire sentiments à Chabin. Non, je pensais à clair de peau, je te charrie. Voilà. Ça commence assez brutalement. Il parle d'esclavage. Donc en fait, il revient d'un voyage au Canada où il a vu une femme blanche faire un travail manuel. Du coup, il a été choqué et lui a dit qu'elle était libre, qu'elle pouvait fuir en Amérique, qu'elle avait juste à suivre l'étoile polaire et puis faire marche arrière. Vous savez, suivre l'étoile polaire, c'est les esclaves à l'époque aux États-Unis, on leur disait de marcher vers le nord, vers soit les États où il n'y a pas l'esclavage ou directement vers le Canada. Donc là, il dit exactement l'inverse à cette jeune femme. Listen, white girl, listen to me. Free yourself. Free yourself. Find the North Star and then walk backwards to freedom. Get on that above ground railroad. It's just a regular train. It's a reasonably priced train. I just want a white slave so bad. Ooh, I want one of y'all. Ooh, just make you clean my sneakers, you know what I mean? You be like, ooh, do you know who my father is? And be like, no, I don't know who your father is.
We erased that part of your history. That's why you're here. Ça peut penser au mème, tu sais, le mème où tu vois des hommes blancs dans un champ de canne qui sont fouettés par des noirs. Oui, ça c'était sorti au moment de Black Panther. Le Panther avec Killmonger dans le ciel qui regarde en mode oui, c'est bien, comme ça. C'est un peu salé. En vrai, Langston est un type très doux, presque un hypersensible. Il a un master en poésie et il galère avec sa masculinité. Il est métis et il joue beaucoup du cliché selon lequel les hommes à peau claire sont plus sensibles. C'est à la fois fin et potache. Il est métis, donc il parle de sa relation assez spéciale avec son grand-père juif conservateur qui regarde Fox News toute la journée, qui est membre de la NRA, et donc il explique comment il est devenu le black friend, l'ami noir de son grand-père. Enfin bref, c'est vraiment très drôle. C'est disponible en audio sur YouTube et sur Spotify. On vous mettra les liens en description. Et puis ma dernière reco, c'est en français. C'est un podcast qui s'appelle Extimité. C'est un nouveau podcast indépendant qui est co-animé par deux jeunes journalistes noirs de France, Douce et Anthony. Je fais la connaissance d'Anthony hier à la soirée. On l'a croisé en sortant du Online African Film Festival. Très très cool. Dans les 2 premiers épisodes, ils se dévoilent les deux. Donc d'abord, il me semble que c'est d'abord Anthony et ensuite Douce, ou l'inverse. Mais en tout cas, c'est très, c'est à la fois. Non, je voulais dire que c'est à la fois intime et en même temps, on sait où ils vont. Enfin, en tout cas, on a le sentiment qu'ils savent où ils vont. Donc voilà, c'est un podcast qui affirme donner la parole aux personnes minorisées. J'ai écouté les 3 premiers épisodes. Le 4e, c'est sur un jeune réunionnais, je n'ai pas encore écouté, mais en tout cas, je vous le recommande. C'est vachement bien. Donc, Extimité, big up à eux. Alors, c'était le Chip. On revient dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Oussa, Mélanie, c'est quoi notre hâte ? @lechip_podcast. C'est vrai. On a changé de flux, donc on a encore des gens qui nous envoient des DM pour nous dire vous revenez quand, pourquoi, machin, on vous attend, ça fait 4 mois, et en fait on est là, mais voilà. On est ailleurs. On est là, mais ailleurs. On est ailleurs, diffuser l'information. En tout cas, laissez-nous surtout des reviews sur Apple Podcast, comme ça, ça nous fera être visible. Est-ce qu'on dit qu'on va changer de jour de sortie ? Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Maintenant, on enregistre le jeudi, on sort le vendredi. Une information notée dans vos agendas qui est importante. En tout cas, voilà. On vous fait des gros bisous. Cette émission est réalisée par qui ? Par Quentin Bresson. Toujours. Qu'on remercie. Et puis, à très vite, à dans 2 semaines. Et gros bisous. Bisous. Bye bye.